Merci à tous déjà d'être là, encore une fois à l'invitation de l'espace de réflexion éthique Occitanie, dont les membres sont présents. Jacques Bringer ici, qui en est le président, et Aurélie Prissantelli qui m'aide à préparer ces événements. Je suis très heureuse de vous accueillir donc pour parler de la place de la pudeur dans la relation de soins. La dernière fois, c'était quelle place pour la vérité, toute la vérité, rien que la vérité dans la relation de soi. Entre-temps, on a été assez accaparé par l'accompagnement de fin de vie et dans le cadre de la consultation citoyenne. Et nous revoilà donc pour un nouveau sujet. Donc on est toujours touché que vous veniez de loin parfois, de différentes spécialités, de différents établissements. Très content de cette variété dans le public et de votre fidélité. Donc, avant de laisser la parole aux intervenants, je voudrais simplement, en guise d'introduction, vous rendre compte brièvement de ce qui nous a amené à traiter de la pudeur, un vrai sujet dans le soin, si l'on en croit les échos et les témoignages de patients ou que l'on se réfère à sa propre expérience en tant que telle. Qui n'a pas déjà éprouvé au cours d'un examen la désagréable impression d'une intrusion, souvent évitable, dans une intimité déjà malmenée par la nécessité de soins et l'asymétrie intrinsèque de cette relation soignant-soigné. Le sentiment parfois difficilement supportable d'être une chose qu'on examine ou en tout cas que l'attention du praticien est focalisée sur tel ou tel organe défaillant. Donc la pudeur en appelle à la délicatesse, c'est pourquoi j'ai mis éthique de la délicatesse sur cette affiche. C'est une dimension éthique essentielle de la relation de soins, la délicatesse, cette attention fine à l'autre, cette perception intuitive des nuances singulières dans l'échange, cet art d'entrer en résonance, dans quelle autre situation, en ressentant autant le besoin que dans la vulnérabilité qu'induisent la maladie, la souffrance, le handicap, le grand âge ou simplement la condition de sujet soigné. La délicatesse s'inscrit dans l'éthique du care en ce qu'elle permet d'éviter que la pudeur ne se transforme en honte. Un geste intrusif, fait sans explication, un mot inadéquat, un regard qui évite ou s'appesantit, un oubli par négligence des égards élémentaires dans les échanges ordinaires et particulièrement dans le soin, ces petits riens, autant de petits riens qui peuvent sembler anodins aux soignants dans le cours de sa routine professionnelle, mais qui sont autant de faux pas vécus comme une brutalité par un ou une patiente fragilisée. Une effraction aggravée dans son intimité, habituellement préservée en société. Dans l'art de soigner, la délicatesse a donc tout à voir avec la douceur. Une douceur attentive, bienveillante, qui procède tant de l'attention alerte, l'intuition créative, que de l'expérience individuelle des médecins et des soignants, mais certainement aussi de la formation, pour essayer de pallier autant que possible la gêne, l'inconfort ou la dureté de la réalité. Pour appeler les praticiens à la vigilance et préserver avec égard la confiance et l'alliance thérapeutique. La pudeur, nous le verrons, pose en creux la question des limites et celle du consentement. Donc pour guider et enrichir notre réflexion ce soir, nous avons invité 4 intervenants que je remercie d'avoir répondu présent. Tout d'abord, Monsieur Pierre Marès, donc professeur et ancien chef de service en gynécologie au CHU de Nîmes, professeur émérite à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes. Il était absolument impossible de parler de la pudeur sans évoquer cette spécialité. Bien sûr, on aurait pu aussi inviter un urologue, mais
Mais la gynécologie, on est quand même en terrain extrêmement délicat. Alors là, dans le sens il faut prendre des précautions et particulièrement des gardes. C'est pour ça qu'on ne pouvait éviter cette spécialité. D'autant plus que le récent avis du CCNE, baptisé 142, a mis ce sujet sous l'éclairage de l'actualité, on le verra. Parce que il m'est difficile de parler de délicatesse sans penser à Lucille Chrisman-Valoé, qui répond très souvent à nos invitations. Elle est infirmière, actuellement formatrice en soins à l'IFSI. Et elle est, pour moi, l'incarnation de la délicatesse dans sa manière très sensible d'appréhender le soin. Elle nous parlera plus spécifiquement ce soir de son expérience de terrain auprès des personnes âgées, que ce soit en EHPAD ou à domicile, je ne sais pas. L'expérience est double. Laurent Lemaître, qui nous parlera de la pudeur. Laurent fait partie intégrante de l'espace éthique, il est souvent des nôtres, psychologue clinicien qui a une longue pratique dans le service d'oncopédiatrie du CHU de Montpellier. Donc avec Laurent, on verra qu'il est possible de porter atteinte à la pudeur de bien des façons. Elle n'est pas que physique, on le sait, mais aussi psychique. Donc on en verra cette dimension-là. Et enfin, Anne-Laure Chabadel a eu la gentillesse d'accepter de nous apporter un témoignage de patiente, sans lequel d'ailleurs on n'envisage plus nos rencontres éthiques, parce qu'ils nous sont précieux et il nous a paru indispensable de rapporter la question de la pudeur, de la place de la pudeur dans le soin au handicap et à ses spécificités. Voilà pour les présentations. Donc on va aborder le cœur de notre sujet. Et donc je vais, avant de laisser la parole donc à notre premier intervenant, Monsieur Marès, je voudrais évoquer donc cet avis du CCNE, l'avis 142, qui est sorti il y a 2 mois, à la suite de différentes affaires de plaintes en gynécologie qui étaient un peu en cascade ces derniers temps, et qui est relatif à l'évolution des enjeux éthiques en rapport avec le consentement dans le soin. Donc le terme de consentement, je pense qu'il est crucial en matière de pudeur. Cet avis expose les bénéfices d'une écoute réciproque des soignants et des patients au-delà de la symétrie de la consultation. La spécificité et la sensibilité particulière des examens qui touchent à l'intimité physique et psychique des personnes renforcent la nécessité, nous dit-on, de bâtir un cadre respectueux et sécurisant pour toutes et tous. Et le CCNE nous annonce donc, il appelle à la préservation d'une alliance thérapeutique et propose des recommandations s'articulant autour de l'expression et du respect du consentement en faveur d'une alliance profonde à même de renouer la pratique soignante à un art qui ne devrait jamais cesser d'être. Là-dessus, Monsieur Marès, je vous laisse la parole. Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation et surtout merci, je pense que je suis invité aussi à titre d'ami de Jacques Bringer et d'autres organisateurs. Et c'est vrai, alors je vais vous parler en tant que gynécologue obstétricien. En 8 minutes, vous passez 30 ans d'expérience clinique, c'est un peu compliqué. J'essaierai d'être synthétique, j'essaierai de vous donner des éléments. Et comme je sais qu'on est avec des thématiques différentes, je pense qu'on pourra se compléter. Et j'allais vous dire que quand on m'a invité à cette réunion, si on était dans la modernité maximum, c'est-à-dire avec tous des tablettes interactives, je vous aurais posé la question à vous, pas à moi. À vous, qu'est-ce que c'est que respecter la pudeur dans la relation de soins ? Parce qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas mon avis, c'est celui de l'autre. Et donc, ce qui est en jeu dans la relation médecin-consultant, je n'ai pas dit patient, eh bien, c'est que nous avons aussi, les uns et les autres, une dimension de la pudeur. Et il nous faut essayer de rendre la perception du respect de cette intimité de l'autre dans ce qui est sa globalité personnelle. C'est ça l'enjeu d'une consultation. C'est un chirurgien gynéco qui vous dit ça.
J'allais dire, donc on ne peut pas opérer et vos suites opératoires seront toujours meilleures si la personne s'est sentie respectée dans ce qu'elle a dit, dans ce qu'elle a exprimé, et que vous avez essayé de comprendre ce qui la sensibilise. Donc ça, c'est, je dirais, pour moi, le premier enjeu. Je dirais que j'ai bénéficié de cette culture générale parce que je suis un élève de Montpellier et que j'ai eu quelques, on dit, nos maîtres. On parlait d'André Bertrand, je voudrais le citer, parce que ça fait partie des personnes qui respectaient le patient, je dirais, par nature et par leur comportement. Et donc, on n'a pas besoin de faire de la simulation, il suffisait de le voir travailler et de le suivre. Donc, c'est vrai que cette démarche, pour aller sur le thème qui nous intéresse dans le temps imparti, eh bien, pour moi, c'est comment j'arrive à témoigner à l'autre ce respect de sa personne, pas de sa maladie, de sa personne, pour qu'il puisse s'exprimer et me dire, parce que j'ai besoin qu'il me dise cette intimité. Parce que pour prendre en charge et les soins et la thérapeutique, si je n'arrive pas à percevoir cette dimension qui est derrière ce qui donne du sens à sa pathologie, je n'aurai pas de bons résultats. Je vais faire une excellente chirurgie, je vais avoir techniquement les meilleurs résultats anatomiques et la patiente va continuer à avoir mal. L'enjeu, il est là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que cette démarche de la pudeur est essentielle. Ce n'est pas la pudeur en soi, c'est l'attitude globale qui respecte l'autre. Et donc, si vous voulez, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, le patient, lorsqu'il arrive, eh bien, que ce soit sa maladie, sa douleur, son symptôme, va le mettre en rupture par rapport à lui-même, par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il est, par rapport à son image. Et ce qui vient chercher, c'est comment on va rafistoler tout ceci, parce qu'on ne va pas toujours y arriver. Et donc, c'est donner le sentiment que l'on va l'accompagner sur ce qui nous est possible. Alors là aussi, il faut arrêter de... J'aime pas le mot bienveillance, parce que la bienveillance, mot molle, chamallow, c'est pas bon. Ce que la personne qui vient nous voir, elle attend qu'on l'écoute, mais elle attend une compétence en face. Elle attend quelqu'un qui va lui dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ou ça je ne peux pas vous le conseiller, ou je peux vous le conseiller. On peut essayer, et alors il faut aussi accepter de mettre un pas de côté. Et là aussi, il faut savoir mettre un pas de côté par rapport à des recommandations qui sont parfois, comme d'habitude, parce que c'est des recommandations, avec 10 ans de retard. Donc on va essayer d'avancer très vite sur cette notion de comment la personne va pouvoir sentir que sa pudeur a été reconnue et respectée. Je dirais que la première étape de la consultation, c'est l'écoute. Il n'y a pas d'examen sans écoute. Ça n'existe pas. Bon, je reviens sur ce que vous avez dit en débutant. J'ai les cheveux qui me restent, qui se hérissent sur la tête quand j'entends ceci. On ne peut pas faire un examen sans avoir écouté quelqu'un, même si on a 1 heure de retard à la consultation. Il n'y a aucune excuse. Donc, on écoute, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de comprendre, mais ça va nous permettre d'orienter notre diagnostic et notre thérapeutique. Si on sait écouter les gens, on a 70% des diagnostics dans la main. Et donc, la thérapeutique va pouvoir être proposée et va être rendue acceptable et pratiquée et acceptée. Car trop souvent, on propose des thérapeutiques qui ne sont pas respectées. Alors ça, c'est l'écoute de base. Mais l'écoute, elle se fait dans un espace et aussi par une attitude. Alors l'attitude du soignant. Je reviens sur ce qui a été dit là. Là aussi, c'était de l'agression pure et simple que vous avez faite. Quand vous avez parlé on ne soigne pas un organe. On soigne une personne qui a une pathologie d'organe. Ça n'existe pas, ça. Et les spécialistes d'organes sont devenus incompétents, voire celui qui est oncologue et qui n'a pas encore compris que les anti-hormones, ça fait des effets secondaires et qu'il faut les soigner. Et on nous parle des soins de support. Donc il faut mettre des passerelles entre les disciplines pour qu'on s'entende et qu'on comprenne que le patient, c'est un tout. Et que la thérapeutique qui peut paraître la bonne recommandation n'est peut-être pas la bonne thérapeutique pour cette personne. Et ça, c'est le défi qu'on a à monter avec le consultant qui est en face de nous. Donc c'est une attitude du professionnel par rapport à l'écoute
de la personne, mais aussi à l'écoute du corps. Parfois, les mots ne peuvent pas être dits. Et je vais vous donner un petit exemple. Quand les mots sont impossibles à dire, je soigne beaucoup de patientes maintenant sur des problèmes de douleur. J'ai soigné une dame pendant 10 ans pour des douleurs pelviennes. Donc, j'avais l'impression de ne pas être trop mauvais. Elle n'était pas trop mal, pas trop mal. Et au bout de 10 ans, je la revois, je la voyais une fois par an, et je délie toujours mon questionnaire. Et à la fin de la consultation, après l'examen, on se rassoit et je lui dis « Vous avez plus mal, madame ?» Elle me regarde, elle me dit « Oui ». Alors je lui dis « Attendez, on va reprendre la discussion ». Et je repasse tout. Est-ce qu'il y a eu des événements? Est-ce que vous avez fait des traitements annexes? Moi, je ne suis pas du tout opposé au traitement du moment que les patients me tiennent au courant, que ce soit de l'homéopathie, etc. Rien. Dans la vie professionnelle, rien. Dans la vie familiale, rien. Alors je lui dis, est-ce qu'il y a eu des décès qui vous ont touché? Alors elle commence à m'en donner 2. Et puis à un moment, je vois qu'elle hésite. Et elle me dit, mon père. Elle se met en larmes. Je sais pourquoi elle avait mal. Parce qu'elle avait été agressée pendant son enfance. 10 ans qu'elle ne pouvait pas le dire. Donc ça, j'ai appris aussi à respecter ce temps mort. Je ne dis pas que les gens mentent. Je dis que c'est scotomisé, qu'on ne peut pas l'exprimer. C'est autre chose. Donc il y a aussi notre regard de soignant. Il y a un regard qui regarde comme un organe, pur et simple. Et puis il y a un regard qui regarde en se disant vous avez de la valeur, vous avez de l'intérêt, et j'ai de l'intérêt pour vous. Et vous êtes important pour moi. Et on va essayer de faire quelque chose ensemble. Ce regard, il est essentiel. Mais c'est sûr que si quelqu'un arrive, en tant que gynéco, avec des lésions des centres d'organes qu'on appelle des prolapsus majeurs et qu'on a les yeux qui pétillent, même si on n'a rien dit, on l'a agressée. Elle est dévalorisée dans son image personnelle complètement. C'est pire d'avoir une lésion entre jambes que d'avoir un nez tordu. Je le dis, c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. Ne vous inquiétez pas, les hommes, nous avons aussi nos problèmes. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Les gestes. Alors les gestes, bien sûr qu'un geste, en particulier un examen, que ce soit un examen ORL, un examen anal, que ce soit un examen périnéal, on le dit, on le commente avec des mots neutralisés. Comme disait un de mes patrons à Montpellier, qui était le professeur Durand, le regard, il doit être neutre et les mots aseptisés. Si vous ne savez pas faire ça, ne faites pas des consultations de gynéco. Donc ça veut dire que le travail, ce n'est pas au patient de le faire. C'est à moi, soignant, de travailler sur moi pour acquérir cette compétence. Et les simulations ne servent à rien pour ça. C'est un travail personnel. Personnel, parce que la simulation, ensuite, quand on les remet en situation, il faut le vivre d'abord intérieurement, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est un autre débat, mais on n'a pas le temps de l'aborder. Donc, il ne doit pas y avoir d'examen douloureux sans être exprimé. Ensuite, au-delà du geste, du regard, du geste, etc., il y a l'espace. Je me suis battu, quand je suis arrivé à Nîmes, les salles d'examen, c'était 2 directrices qui étaient à la tête, et on me disait, les dames elles viennent toutes nues et elles sortent du box. Alors, je leur avais dit, mais attendez, moi, avant que quelqu'un se déshabille, je lui dis bonjour et je discute. On avait une vision de la médecine, c'était quand même 1982, c'était pas 14-18. Mais je vais vous dire, c'était 2 directrices qui mordicus. Il a fallu qu'on se batte comme des chiens pour obtenir un coin de déshabillage séparé. Et le déshabillage, quand il se fait, il doit être séparé. C'est-à-dire que nous, soignants, on doit fermer la zone où la personne se déshabille. C'est nous qui devons la fermer si elle ne le fait pas. Parce qu'il y en a, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. S'il y en a qui ressortent, etc., mais ça, c'est autre chose. Et donc, il faut essayer d'avancer sur cette zone de l'espace dans lequel on est. Et en particulier, dans cet espace, il y a l'organisation aujourd'hui des techniques informatiques. Et donc, quand on rentre dans un bureau et qu'on n'a pas vu le médecin de toute la consultation parce qu'il est derrière son écran, vous voulez vous sentir respecté dans votre image?
Je n'ai pas pu vous le faire, mais j'ai quelques témoignages, dont un d'une professeure de lettres qui a eu une consultation. Comme elle dit, à la fin de la consultation, j'ai vu le médecin qui s'est levé. Elle avait l'air d'avoir un beau visage. Elle avait eu une consultation parfaite techniquement, hein, techniquement parfaite. Électrocardiogramme fait, tout enregistré, c'était techniquement parfait, humainement, triple zéro. Donc, apprendre à respecter ou à faire sentir que la personne sera respectée dans sa globalité, c'est lui témoigner pour moi le minimum de respect qu'on doit à l'autre, comme on aimerait avoir pour soi, parce qu'on la reconnaît dans sa globalité. Et donc, paradoxalement, je vous dirais que c'est important qu'on puisse discuter et de vous écouter, et que c'est un travail personnel qui va bien au-delà de toutes les techniques de simulation. Je m'arrête là parce que j'ai déjà dépassé. Merci. Oui. Bonsoir. Bon, alors Pascaline m'a bien présenté. Merci beaucoup encore pour ces mots. Moi, je vais davantage vous raconter une histoire. Je vais lire mon texte, essayer de me détacher un maximum. Avec leur peau parcheminée, fragile, leur corps souvent malmené par les années et par la vie, mais aussi et surtout avec leurs mains noueuses qui racontent des histoires à qui veut bien les regarder, les toucher et les écouter, les personnes âgées appellent à la délicatesse. Pas à la seule délicatesse du geste, mais aussi à celle de la voix, du rythme et même du regard du soignant qui l'accompagne, le tout bien évidemment conjugué. Soigner la personne âgée, c'est aller à la rencontre de l'intime physique qui revêt l'évidence, et de l'intime psychologique, émotionnel, chargé de l'histoire de vie de nos aînés, que le soignant, à défaut de pouvoir connaître et comprendre, se doit d'envisager, de percevoir et de ménager. Cet intime, les soignants comme les non-soignants ne peuvent le respecter s'ils ne dotent pas le moindre instant aux côtés de la personne âgée de délicatesse. Pour parler un petit peu mieux de ces dimensions de l'intime et de la délicatesse, je voudrais vous présenter Mathilde. Mathilde a 90 et quelques années, et cela fait bien longtemps qu'elle vit dans une résidence pour personnes âgées autonomes. Et cela fait presque tout aussi longtemps qu'elle n'a pour seule compagnie que la petite vingtaine de résidents des lieux et les professionnels et soignants qui font vivre les murs. La chambre de Mathilde est impersonnelle et est davantage le domaine des soignants que le sien. Les 90 et quelques années de Mathilde sont lourdes et ont épuisé tant son corps que son esprit. Elle passe la majeure partie de son temps dans son lit, plus rarement dans son fauteuil confort, et sa journée est rythmée par les repas, les passages des soignants et les émissions de télévision que quelques-uns s'obstinent à lui laisser pour qu'elle se sente moins seule. Mathilde, avec son air très sérieux et toujours appliqué, aime tremper les madeleines dans la compote au petit déjeuner, aux grandes dames de certaines. Elle n'aime pas être surprise et dérangée, elle est très frileuse et surtout très pudique. Aussi, aux soignantes qui la découvriraient sans crier gare ou qui l'aideraient à se laver un peu trop brusquement pas son goût, Mathilde adresse des cris que celles et ceux qui ont déjà travaillé en gériatrie ont déjà entendus, sans l'ombre d'un doute. Parfois, si les gestes lui semblent vraiment insupportables ou sont douloureux, elle vous gratifiera d'un nom d'oiseau peu sympathique, mais peut-être un peu mérité. Et pourtant, Mathilde n'est pas rancunière, parce qu'une fois les soins achevés, le drap remonté jusqu'au menton et la lumière de la chambre tamisée, elle demande toujours « un petit bisou ?» Les yeux clos, la joue tendue, dans l'attente de ce geste fugace qu'une fois reçu, elle s'empresse de rendre, sourire aux lèvres, à la soignante qui se sera exécutée de bon cœur. Mathilde est à l'image de beaucoup de ces personnes âgées que l'on affuble de ce mot très moche, grabataire. Elle est toute menue, à la peau qui rougit au moindre contact prolongé sur quelque surface que ce soit, et arbore des fois, sur les tibias ou les poignets, des camailleux de bleu, de violet ou de jaune, stigmates de gestes parfois maladroits, par moments étourdis ou pressés, le plus souvent dénués de délicatesse de celles et ceux qui l'entourent. Alors, auprès de Mathilde, j'aime apprendre aux étudiants en soins infirmiers le toucher-massage, ou tout du moins les quelques rudiments qu'il m'a été donné d'apprendre. Et c'est un des moments de soins que je voudrais vous raconter ce soir. Alicia est étudiante infirmière en 2e année. Comme l'ensemble des étudiants en soins infirmiers, elle a appris à réaliser les soins d'hygiène et de confort. Et selon les stages où elle a atterri, elle a appris à faire une toilette, à la faire vite, parce qu'il y a toujours plus de patients et toujours moins de temps. L'endroit où je travaillais et où Alicia était en stage était l'un de ces rares endroits encore protégés où nous, soignants, nous pouvons prendre le temps de prendre le temps.
Alicia l'a vite compris, mais elle reste encore marquée par des habitudes d'efficacité du geste que nous essayons, mes collègues et moi, de tempérer de notre mieux. Alors quand je lui propose de m'accompagner auprès de Mathilde pour faire un petit peu de toucher massage, elle me suit, curieuse et volontaire. Il est 13h. Mathilde a mangé, nous venons de la réinstaller au lit pour qu'elle puisse faire la sieste. Les volets sont à 3/4 fermés, la télévision enfin éteinte. Nous lui changeons sa protection, la gardant au chaud tant que possible sous les couvertures. Nous accompagnons chacun de nos gestes par une explication préalable et rapidement, Mathilde est trop propre, au sec et au chaud. Je lui demande alors si je peux lui masser le dos quelques instants. Elle roumègue, mais elle accepte. Alicia, avec la douceur qu'elle commence à appliquer à force de nous observer, prend délicatement Mathilde dans ses bras pour la tourner sur le côté et m'exposer son dos nu, osseux et marqué. Rapidement, je réchauffe mes mains avec l'huile d'amande douce, préviens Mathilde de mon contact et parcours sa peau de mes paumes. Je passe sur ses épaules et sur sa nuque, dont je suis le relief, pour redescendre le long de ses flancs du bout des doigts et remonter de part et d'autre de la colonne, à pleine main, en appui. Je répète le geste, plus lentement, avec plus de force mais toujours plus de douceur. Au bout de quelques minutes, Alicia cherche mon regard et souffle, elle s'endort. J'achève mon geste, nous rhabillons Mathilde et la réinstallons sur le dos. Je garde une main sur son épaule, maintenant le contact. Alicia remonte les couvertures le long des jambes osseuses de Mathilde pour découvrir ses pieds, ses tibias et ses genoux. Je reprends de l'huile d'amande douce, réchauffe mes mains entre elles, le dos de l'une posé sur la peau de la patiente qui garde les yeux clos. Alicia m'imite, scrupuleusement, et vient me suivre lorsque je commence à masser les talons en geste circulaire, puis le mollet et genoux de Mathilde. De concert, nous reproduisons nos gestes sans échanger un mot, seulement des regards. Nous allégeons progressivement notre contact, ralentissons nos gestes pour recouvrir Mathilde délicatement. Elle a gardé les yeux clos, un très léger sourire aux lèvres. Alicia vient à sa tête, réajuste la couverture. Mathilde entrouvre les yeux, murmure un petit bisou. Alicia s'exécute et Mathilde semble se rendormir. Nous sortons de la chambre à pas de loup, Alicia arbore un grand sourire. Et tandis que nous débriefons de ce moment auprès de la patiente, il apparaît que ce soin a fait autant de bien à Mathilde qu'à nous. Ce moment de peau à peau, ou devrais-je dire de pomme à peau, constitue un moment particulier de soin. À un autre âge extrême de la vie, le peau à peau revêt un caractère vital auprès de cet être vulnérable qu'est le nourrisson, tant pour lui-même que pour ses parents, et participe de la relation naissante. Le pomme à peau avec la personne âgée, que l'on soit soignant ou proche, me paraît tout aussi essentiel et bénéfique, pour la pomme qui touche comme pour la peau qui est touchée. Si ce soin particulier peut s'envisager comme une atteinte à la pudeur pour certains, dans le sens où le soignant vient toucher le corps quasi entier de la personne âgée dénudée, il s'agit pourtant de le voir autrement. Pour Mathilde, dont je viens de vous parler, les massages n'ont pas été acceptés les premières fois où je les lui ai proposés. Je me suis heurtée à plusieurs refus, catégoriques d'abord, tempérés à mesure de mon approche. Les premiers contacts dépourvus de visée diagnostique, préventive ou hygiénique furent les mains, que je tenais pour accompagner le geste pour monter le verre à la bouche, par exemple. L'intention que l'on peut mettre derrière un geste, le rythme accordé à l'approche, puis au contact des deux peaux, de celle d'un soignant et de celle d'un soigné, marque le respect de la pudeur exprimée pour le patient. Je sais que tu n'aimes pas mon contact, j'en ai conscience, et par l'ensemble de mon attitude et de mes gestes envers toi, je te le montre, parce que malgré tout, il faut que je te touche. Et le fait de porter une attention particulière à cette pudeur a constitué, pour Mathilde, la première étape vers une acceptation du toucher-massage. Petit à petit, les soins d'effleurage préventifs se sont étendus à des zones de peau qui n'avaient pas besoin de prévention. Ce furent les pieds tout d'abord, puis les jambes, le dos, les mains, etc. Bien sûr, les petites victoires étaient parfois entrecoupées de refus exprimés très clairement par Mathilde sur des moments de grande fatigue ou tout aussi bien suite à des journées où les soignants qui s'étaient occupés d'elle avaient été moins à l'écoute de son corps fatigué, de ses membres douloureux ou de son esprit parfois inquiet. Si Mathilde a appris à apprécier ces contacts récurrents, mais aussi à nous faire confiance, à voir le soignant finalement autrement que comme un être dont l'ensemble des gestes ont une finalité évaluable et appréciable à l'œil nu, le travail pour les rendre possibles fut riche d'apprentissage pour Alicia, l'étudiante en soins infirmiers, et pour moi-même. Qu'est-ce que nous dit inconsciemment la personne âgée pudique qui peut être réfractaire aux soins, revêche auprès de certains patients et accessible avec d'autres ? Qu'est-ce que nous a appris Mathilde en rendant très long le chemin jusqu'à l'acceptation de ce toucher-massage par deux soignants de surcroît ?
J'aime à penser qu'il y avait là déjà une mise en jeu de la confiance accordée. Les soins quotidiens, d'une certaine manière, constituent une forme de résignation, d'acceptation de sa condition de personne âgée grabataire. Si elle est tolérée de la part de l'équipe, Mathilde exprimait toutefois le refus de la forme et du déroulé que ces derniers pouvaient prendre. Surtout face à des soignants peu à l'écoute de ses besoins, de son rythme et de sa pudeur. Comment peut-on demander à une personne âgée, et surtout à Mathilde, de faire confiance en des mains et en un cœur qui ne sont pas à l'écoute, qui ne la considèrent pas dans son entièreté, dans son individualité ? Aussi, quand je lui ai proposé les premières fois le toucher-massage, le refus était catégorique. Non, tu ne me toucheras pas parce que je ne te connais pas et ma confiance, elle se gagne. Ces mots-là, ils ne furent pas prononcés, mais tout son corps et toute son attitude le disaient, le criaient presque. Alors oui, on a travaillé la relation, les besoins écoutés, regardés, éprouvés et étudiés. Le refus accepté, non remis en question, analysé. Mathilde elle-même, considérée, respectée. Pas pour répondre à l'enjeu de la confiance, car finalement, il ne s'agissait que d'être à l'écoute de la pudeur exprimée. Quel apprentissage, pour Alicia comme pour moi-même, apprentissage de la patience, de l'observation multisensorielle, mais aussi de l'humilité. Cependant, la plus belle des leçons réside dans cet appel à la délicatesse, car tout ce travail a été long, très long, tant dans sa durée que dans le temps alloué pour chaque instant auprès de Mathilde. Nous avons appris, et je l'ai dit, Alicia et moi, à prendre le temps de prendre le temps. Il y a eu des jours où c'était la course, comme partout, comme pour chaque soignant aujourd'hui. Pourtant, dès que la porte de la chambre de Mathilde était franchie, nous devions nous adapter à son rythme, ralentir les gestes, baisser le ton de la voix, alléger le contact, accepter le refus, s'adapter, échouer aussi et recommencer. Je ne vous dirai pas que chaque jour se passait ainsi. Évidemment, il y a eu des jours où ralentir le rythme général de nos courses était difficile, impossible, stressant et culpabilisant. Comme pour chaque soignant aujourd'hui, les yeux rivés sur le temps qui passe bien trop vite. Pourtant, la leçon de Mathilde et de la délicatesse, c'est bien là. Prends le temps de prendre le temps, je te remercierai, mais tu te remercieras toi-même. La délicatesse, et notamment dans les soins auprès de la personne âgée, face à l'intime et à la pudeur, relève d'une exigence éthique. Oui, être délicat, c'est par moments aller à l'encontre des rythmes institutionnels et organisationnels d'aujourd'hui. Pourtant, au final, le patient, et ici le patient âgé, est gagnant, tout comme le soignant qui prend le temps d'apprendre à écouter, à regarder, à toucher et à ressentir. Aussi, je conclurai sur ces mots qui sont venus un petit peu comme une évidence en discutant de ce sujet avec Pascaline. La délicatesse, aujourd'hui, c'est un moment privilégié, volé presque à la frénésie du monde extérieur. La délicatesse, aujourd'hui, pourrait presque s'ériger en contre-pouvoir de cette course continuelle au temps, à l'efficacité, à la rentabilité du geste. Et cela, c'est Mathilde, 90 ans et quelques années, le corps fatigué et l'esprit désorienté qui me l'a fait comprendre au bout de quelques semaines à ses côtés. On en discutera après, ça paraît un grand luxe. Alors, ça rejoint des thématiques qu'on a déjà traitées, soigner au rythme des patients, le tact dans le soin, avec le toucher, la dimension toucher du tact aussi, et puis aussi éthique et performance. Comment on concilie ça? À toi, Laurent. Merci beaucoup. Bien, merci. J'ai l'impression que je vais reprendre avec d'autres mots ce qui vient d'être dit et d'une autre place, mais j'ai entendu parler d'écoute, j'ai entendu parler de mots neutres, j'ai entendu parler d'espace, de prendre le temps, j'ai entendu que 70% de l'évaluation se fait à travers le discours de la personne. Je ne sais pas si je vais amener beaucoup d'autres éléments, si ce n'est un regard un peu différent de ma place de psychologue. À vrai dire, quand Pascaline m'a sollicité pour participer à cette soirée sur la place de la pudeur dans la relation de soins, je ne sais pas si tu te rappelles, Pascaline, mais j'ai hésité un instant. Et je t'ai rappelé ultérieurement. Pourquoi ? Parce qu'une question m'est venue aussitôt. Je me suis dit, mais quelle place pour un psychologue clinicien dans un débat sur la pudeur ? Et pourquoi je me suis posé cette question ? C'est parce que tout simplement, j'ai été formé à une psychologie clinique, psychanalytique à l'époque, on était dans les années 70, dans laquelle Freud, qui revêtait une grande importance pour nous, invite explicitement le patient
à parler même quand il répugne à le faire, et justement pour cela. C'est-à-dire que c'est une clinique du tout dire. C'est une clinique où l'exigence serait de ne rien cacher, de tout mettre à découvert pour faire remonter ce qui a été refoulé et qui peut nous donner des éléments de compréhension sur les difficultés du patient. C'est une clinique du dévoilement. Et la clinique qui m'a été enseignée était sans conteste une clinique de l'impudeur. Alors me direz-vous, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que j'ai connu 2 étapes dans mon parcours professionnel. Une première en pédopsychiatrie, où les enfants patients et leurs parents venaient consulter pour des troubles psychiques graves qui nécessitaient de sonder effectivement les profondeurs de leur construction, souvent bancales, pour les aider à se reconstruire et à retrouver un autre équilibre. Et ce travail devait s'appuyer effectivement sur des paroles qui dévoilaient ce qui habituellement est tu, caché, ou qui ne fait pas partie des échanges conventionnels et sociaux. Un travail donc où le dire sans pudeur permet d'accéder au refoulé, qui est assez invalidant dans certains cas pour l'équilibre des sujets. Donc, un premier temps professionnel où j'ai effectivement exercé une clinique de l'impudeur. Et puis, il y a une seconde partie de mon activité professionnelle. Je me tourne vers Geneviève Marguerite, puisque c'est auprès d'elle que cette partie s'est déroulée, où j'ai été amené, à partir des années 90, à travailler progressivement en pédiatrie et puis pleinement en pédiatrie. Et là, les enfants malades et leurs parents venaient consulter pour des troubles somatiques graves. Somatiques, pas psychiques, pour des troubles somatiques graves. Des sujets qui, avant la survenue de la maladie, avaient un équilibre psychique tout à fait satisfaisant et absolument pas besoin de voir le psy que j'étais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné. Et à chaque fois que j'abordais ces enfants, je le leur disais, en expliquant que s'ils n'avaient pas eu cette pathologie somatique grave, ils n'auraient pas eu besoin de rencontrer le psy. Et ma présence se justifiait par l'impact qu'on connaît que la maladie allait créer sur leur équilibre psychique qui était préalablement satisfaisant. Et donc, tout à coup, j'étais amené à faire un travail clinique où le dire devait permettre de rester debout sans détruire l'équilibre existant des patients, ce qui était quand même une nuance importante. Et donc, une clinique qui a dû respecter les non-dits du patient et une clinique qui enjoint au psy d'avoir la pudeur, de ne pas vouloir tout entendre, une clinique donc de la pudeur. Voilà comment pour moi c'est opérer le passage entre ces 2 abords qui pourraient sembler opposés, mais vous le verrez un peu plus tard dans l'exposé, qui se recoupent régulièrement. Alors pour que vous compreniez bien ce que je souhaite dire, je voudrais reprendre des choses que vous savez, mais je voudrais rappeler brièvement ce qu'est un psychologue. Quel est le travail du psychologue ? Pour moi, le psychologue, c'est un passeur de sens. Ce n'est pas du tout un découvreur, c'est le sujet qui découvre et qui se découvre. Le psychologue, c'est un passeur, un peu comme une barque qui va d'une rive à l'autre et il transporte du sens entendu sur la rive plutôt du refoulé pour le proposer sur la rive de la conscience à l'élaboration du sujet pour qu'il puisse en faire autre chose que ce qui est venu le perturber à un moment donné. Et pour ce faire, le psychologue fonctionne un peu comme un miroir. Pas un miroir parfait, parce qu'il ne s'agit pas de renvoyer exactement l'image qui vient de nous être donnée ou les mots qui viennent de nous être donnés. Un miroir un peu déformant pour qu'il interpelle et qu'il amène le sujet effectivement à réfléchir et à se poser des questions. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple clinique. Un jour, j'arrive dans le service et l'équipe me dit « Est-ce que tu as déjà rencontré cette adolescente ?» Et je leur dis « Non, je ne l'ai pas encore rencontrée. » Ça fait 4 jours qu'elle est là. Elle est rentrée parce qu'elle a une maladie de Hodgkin, maladie malheureusement assez courante chez les adolescents, plutôt de bons pronostics. Mais voilà que cette adolescente qui a eu la pose d'un cathéter, d'un Broviac ou d'un PAC, et je fais ça parce qu'ils sont posés au niveau du sein, ces Broviac, voilà que cette adolescente, à chaque fois qu'on l'approche et qu'on veut lui faire son pansement, soit elle s'oppose, soit elle s'effondre. Et on ne sait pas comment faire alors que la plaie est très belle, les 3 petits points sont propres et qu'il n'y a pas de difficulté particulière.
Donc je vais à la rencontre de cette jeune fille et évidemment je ne parle pas de ça puisque ce n'est pas de ma place de parler de ça et je lui demande de me parler d'elle et de me raconter un peu qui elle est, ce qu'elle aime faire, sa scolarité, sa famille, ses projets de vie à venir, etc. Et j'entends dans les propos de cette jeune fille un mot qui revient souvent et qui est grand-mère. C'est pas papa, c'est pas maman, c'est pas les frères, c'est pas des amis, c'est grand-mère. Et donc j'entends, comme si j'avais été chercher sur cette rive-là ce mot grand-mère, et je lui dis, mais cette grand-mère dont vous parlez, est-ce que dans le moment difficile que vous traversez, vous avez le sentiment qu'elle pourrait venir vous soutenir d'une façon ou d'une autre? Et là, elle s'effondre en pleurs, et elle me dit, ma grand-mère est décédée il y a 2 ans. Et donc je lui dis, et cette grand-mère, même décédée, quand vous l'évoquez, est-ce que vous avez l'impression que c'est un soutien pour vous? Et elle me dit, mais elle est décédée d'un cancer du sein. Et elle fait ça sur son Broviac. Et tout à coup, elle comprend. Elle comprend effectivement la collusion qu'il y a dans sa tête entre sa grand-mère décédée du cancer du sein et le pack qu'on lui a posé au niveau de son sein pour les traitements qu'elle va avoir. Et elle me dit, vous ne pensez pas que c'est un peu trop tôt de mourir à mon âge? Et je lui dis, votre grand-mère est morte à quel âge? Donc elle me dit l'âge et je lui dis, mais il me semble qu'il y a peut-être des différences de pathologie et que vous pouvez réfléchir à ça. Et l'équipe me dit, eh bien, dans tous les pansements qui ont eu lieu après, il n'y a plus eu du tout de réticence et d'inquiétude. Ce qui n'a pas empêché, évidemment, que dans le travail qu'on a fait au cours de sa maladie, on a été amené à reparler de la grand-mère et de la place de cette grand-mère. Donc la pudeur serait donc ici de pouvoir entendre ce qui peut permettre à l'autre de découvrir quelque chose qui va lui permettre de retrouver cet équilibre-là. Mais avec l'attention de ne pas déstabiliser le sujet dans ce moment de son existence où il doit absolument garder le maximum de ressources pour faire face au traumatisme provoqué par l'impact de la maladie. Dévoiler mais ne pas tout dévoiler, entendre sans vouloir tout entendre et assurer le sujet de notre attitude, alors là je serais un peu différent de ce que vient de dire le docteur Marès, bienveillante. Mais je m'expliquerai sur la question de la bienveillance. Et évidemment, dans ce travail-là, il arrive parfois, puisque vous voyez que c'est un travail de dévoilement, il arrive parfois que le dévoilement va au-delà de ce que l'on pense qu'il serait bon de faire dans l'instant présent, et il va falloir accueillir ce qui va se dévoiler pour pouvoir le travailler et permettre à la personne de retrouver cet équilibre dont je parlais. Être un sujet souffrant va nécessiter, et vous l'avez très bien dit précédemment, d'ouvrir sa pudeur et de se dévoiler pour être soigné. Je dois consentir à montrer quelque chose de moi que je cache au regard et à l'écoute de l'autre habituellement. Mais jusqu'où aller dans ce dévoilement? Quel est le prix à payer quand on se sent dépendant de l'autre, de celui qui sait, de sa compétence, mais aussi, puisque nous sommes des humains, de ses désirs, réels et fantasmés ou fantasmés, tant par le soignant que par le patient. Alors comment être et comment faire pour tenter d'exercer cette clinique de la pudeur? Et là, je vais vous dire un peu quels ont été mes points de repère à moi. Je viens d'utiliser ce terme de bienveillance parce qu'une des premières choses que j'ai apprises, effectivement, quand j'étais étudiant et que j'espère un peu perfectionné par la suite, c'est ce qu'était la neutralité bienveillante. C'est-à-dire cette capacité de pouvoir tout entendre, même des choses qui nous semblent complètement contraires à nos pensées, à nos habitudes, à ce que l'on penserait bon pour l'autre. Et à pouvoir tout entendre sans aucun jugement. C'est là que je mets la question de la bienveillance et dans une recherche permanente de compréhension. C'est pour moi un préalable indispensable pour que se dévoile quelque chose qui va permettre au sujet, effectivement, de pouvoir exprimer une partie plus intime de lui-même dans le respect de la personne qui l'écoute. Tout ce que vous dites, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on porte en nous, tout ce que vous dites a de la valeur puisque vous l'énoncez comme ayant de la valeur pour vous. Vous l'avez dit sous une autre forme tout à l'heure. Ne pas vouloir aussitôt faire une autre proposition différente, mais au contraire, regarder, réfléchir et comprendre ce que l'énoncé signifie pour ce patient-là. Plus facile à dire qu'à faire. J'ai fait un certain nombre de consultations avec des médecins, soit pour des annonces, soit pour autre chose. Et
quand on est amené à entendre des parents dire « mais de toute façon, je sais bien pourquoi mon enfant est malade, c'est de ma faute, parce que… » et qui commencent à dérouler quelque chose sur leur culpabilité dans la maladie de leur enfant, on a très souvent des médecins qui s'empressent de répondre « mais non, madame, monsieur, cette maladie ne survient pas comme ça, ce n'est pas la peine de vous culpabiliser ». Pourquoi ne pas dire plutôt, toujours dans cette recherche justement de quelque chose qui nous ramène à la délicatesse, qu'est-ce qui vous fait penser cela ? Cette dernière formulation devient alors une reconnaissance de la valeur de ce que l'autre dit. Ça ne veut pas dire qu'il le pense vraiment, mais ça veut dire qu'il nous le dit parce que ça a de l'importance pour lui. C'est un pas vers l'autre qui soutient un dialogue vrai, condition du dévoilement. C'est parce que vous me respectez dans ce que j'exprime que je peux me dévoiler un peu plus. Un autre point d'appui bien connu qui m'a beaucoup aidé dans mon travail, c'est ce qu'on appelle la bonne distance relationnelle. Et nous qui travaillons avec des enfants, il y a bien longtemps qu'on a abandonné ce terme de bonne distance relationnelle pour le remplacer par un terme qu'on appelle la juste proximité. Le travail du psy, c'est effectivement d'être sur la circonférence, un pied dedans, un pied dehors. Mais quand vous dites la bonne distance, vous êtes inévitablement dans le dehors. Quand vous dites la juste proximité, vous êtes dans le dedans. Et quand vous travaillez, en tout cas avec des enfants, vous devez être dans le dedans. Ça me paraît une chose extrêmement importante. Comment parler de pudeur et de délicatesse quand, lors de l'annonce, par exemple, de pathologies graves ou de décisions de traitement lourds, M. Marès l'a dit, nous restons assis derrière notre bureau, imposant ainsi une frontière infranchissable entre celles et ceux qui souffrent et celles et ceux qui savent. La pudeur fait souvent que ce qui est difficile à dire se chuchote, et l'autre, s'il est trop loin pour l'entendre, n'entendra rien. La délicatesse, c'est aussi pouvoir poser sa main sur l'avant-bras de quelqu'un qui s'effondre, ou bien de lui faire passer un mouchoir sans avoir à se contorsionner au-dessus du bureau. Cette question, effectivement, vous avez parlé de l'espace, ou cette question de la distance et bien sûr plus de cette proximité relationnelle est essentielle dans la question qui nous anime aujourd'hui. Le troisième repère sur les 4 que j'ai envie de vous donner pour expliquer cette clinique, et là aussi je vais être très rapide parce que ça a été dit, c'est que le dévoilement ne peut se faire que si le sujet garde une maîtrise sur celui qui reçoit ou sur celui qui voit. Cela ne peut se faire que dans le cadre d'un contrat tacite entre les personnes présentes. Se pose alors plus que la question du secret, la question d'une garantie. Celle que tout ce que j'ai dévoilé ne sera utilisé que pour mon bien et pour mon accord. Et c'est dans le respect d'une relation réciproque établie que les choses vont pouvoir continuer de se construire. Enfin, et j'aurais envie de dire pour commencer, rien ne peut advenir dans une relation où un sujet qui souffre doit s'ouvrir à l'autre sans que nous n'ayons les mains tendues vers l'autre. J'avais un prof de psychanalyste qui s'appelait Jean Birouste, à qui je rends hommage, qui nous disait « Le psychologue, c'est ça ». C'est-à-dire que ces mains tendues, vides, ouvertes, envoient le signe, le symbole que on peut tout y déposer, même le plus inattendu. Et je pense que nous avons tous conscience, effectivement, que si on a les mains pleines de quelque chose, l'autre va se renfermer dans sa carapace. Très souvent et parfois à notre insu, les personnes malades, et je reprends ce terme de personnes malades comme vous l'avez fait, Monsieur Marès, vous n'avez pas parlé de patients, hein. Personne malade, c'est quand même dans la loi Kouchner, c'est-à-dire qu'on est une personne avant d'être malade. Hein, et ça me paraît important de le dire comme ça. Même si certains maintenant se disent des patients experts, par exemple. Hein, en tout cas, ce sont des personnes qui ont été malades, qui sont expertes. Je pense que les mots ont une signification. Et donc, ces mains ouvertes, elles permettent effectivement que l'autre comprennent que nous sommes prêts à recevoir tout ce qu'il a envie de nous dire. Et quand on est sur ce registre-là, pour le psy que je suis, qui est plus soumis par sa place à entendre qu'à voir, j'ai été parfois sollicité sur la question de la pudeur corporelle et sur la question du regard. Un certain nombre d'enfants et d'adolescents ont voulu me montrer
les stigmates parfois insupportables de la maladie sur leur corps. Et je pense aux déformations de l'image corporelle imposées bien sûr par les traitements et par la maladie, mais aussi aux attaques dévastatrices de certaines maladies. Et je pense aux ostéosarcomes sur les membres de ces enfants. Es-tu capable de regarder cela et que peux-tu m'en dire, toi qui sembles savoir entendre et parler? Et c'est dans la capacité à pouvoir regarder et à différencier ce qui leur appartient de ce qui est imposé à eux par la maladie que la relation de confiance peut continuer de se construire. Je me rappelle un adolescent que j'avais été voir au domicile et qui, alors que nous étions en train de parler effectivement du nombre de possibles qui se rétrécissait considérablement pour lui parce qu'il était en palliatif, tout à coup a pris le drap et a levé le drap pour que je voie effectivement cette jambe totalement déformée par la maladie. Et il ne quittait pas mon regard pour voir si j'allais être capable de regarder et pour voir ce que j'allais lui en dire. Des moments de vertige, hein, quand on est dans ces situations-là. Et je me rappelle que je lui avais dit, eh bien c'est vrai que tu me montres ta jambe et en même temps ce n'est pas tout à fait ta jambe. Ta jambe, elle est plutôt comme celle d'à côté. Et là, cette jambe que je regarde, c'est la jambe que la maladie a prise. Et nous avons parlé justement sur les représentations qu'il pouvait encore avoir de cette jambe. Et donc c'est dans cette capacité à regarder et à différencier ce qui leur appartient, de ce qui s'est imposé à eux par la maladie, qu'on peut continuer. Et dans cette situation clinique, la pudeur, je le dis parce qu'elle est presque à l'inverse de ce que l'on pourrait penser. Parfois, la pudeur, c'est pouvoir regarder et penser ensemble l'insupportable. C'est ne pas vouloir voir qui serait impudique. Et c'est là que se recoupent les différentes cliniques dont j'ai parlé au début de mon exposé. Enfin, non pour conclure, mais plutôt pour ouvrir, j'espère, à la discussion à venir. Je suis psy, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre à l'envers la proposition que tu nous as faite, Pascaline. Et je me suis dit, qu'est-ce qui, pour moi, dans la relation de soins que j'ai entretenue avec tous ces enfants et leurs familles, a été du registre de l'impudique? Et il y a une réponse qui s'est imposée à moi immédiatement, c'est les regarder sur leur lit de mort quand malheureusement ils décédaient. J'ai toujours eu l'habitude, quand des enfants que j'avais accompagnés pendant des mois décédés, de demander aux familles si je pouvais aller me recueillir quelques instants auprès de l'enfant décédé avec qui j'avais eu cette relation. Et alors, de regarder sans être vu, de toucher une main sans l'accord tacite de l'autre, de regarder les traits d'un visage sans possibilité pour lui de modifier, par exemple, ce qu'il donne à voir, cette non-réciprocité de la relation m'apparaissait de la plus grande impudeur. Voir sans être vu regardant. Alors je me surprenais à leur parler, à leur raconter des histoires, des souvenirs partagés, comme si continuer de faire vivre cette relation pouvait atténuer la violence d'une relation unilatérale. La pudeur et la délicatesse dans les soins, ce sont peut-être nos capacités à faire vivre avec les personnes malades des relations humaines équilibrées et empreintes de respect mutuel. Je vous remercie. Alors merci pour ces échanges. Bon, alors par contre, moi j'ai été moins bon élève. Hein. J'ai pas fait de notes, hein. Mais je vais y aller au talent et ça sera très bien. Donc voilà, et comme tout a été dit, je vais essayer de vous faire partager moi mon expérience et comment moi je vois les choses. Parce qu'effectivement, moi j'ai besoin de quelqu'un et 7 jours sur 7. Je ne fais aucun geste essentiel de la vie quotidienne, donc en gros il me faut quelqu'un tous les jours, et matin et soir. Mais comme en général, je ne me suis jamais retrouvée dans une situation compliqué pour moi, enfin, jusqu'à présent. Après ça pourrait arriver, mais comme les gens qui me connaissent, ils savent que j'aime bien et tout maîtriser. Donc moi, avant d'arriver quelque part, ou même devant quelqu'un, ou même et mes auxiliaires de vie qui m'aident au quotidien, moi je pose le cadre et je dis attention, moi voilà, c'est ça. S'il n'y a pas ça et ça, c'est mort en fait. Hein. Donc voilà. Et puis du coup, mais globalement, et les soignants aujourd'hui, ils s'adaptent.
C'est rarement le cas que j'ai dû dire rappelez-vous que et faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse à vous-même, quoi. Voilà. Donc ça c'est important. Et puis après les gens ils s'adaptent. Franchement j'ai pas. Alors après il y en a qui sont maladroits, mais après je leur pardonne parce que après ils sont sympathiques. Alors voilà. Voilà. En gros c'était ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse à soi-même, quoi. Voilà. Bon, on a eu un large panel d'interventions. Vous pouvez donc poser des questions ou faire des commentaires sur tout ce que vous venez d'entendre, que ce soit dans le domaine de la gynécologie, de la gériatrie, de la psychologie. Poser des questions aussi à Anne-Laure. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, moi je voulais... Je voulais évoquer quelque chose qui est quand même très fréquent, notamment dans le milieu de l'hôpital ou des cliniques. C'est la façon, parce que j'ai quand même eu de temps en temps cette expérience en tant que malade, la façon dont les soignants parfois parlent aux malades et lui parlent comme s'il était un peu débile, un enfant qui comprend mal, et je trouve que c'est très humiliant, c'est peut-être un peu fort, mais c'est très très déplaisant. Et parce que là encore, on est ramené à sa position. Effectivement, l'individu qu'on est disparaît un peu. On a l'impression qu'on est limité au problème qui fait qu'on se retrouve à l'hôpital. Enfin, c'est très très désagréable et c'est très fréquent. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai souvent observé, c'est très, très déplaisant. Je crois que merci de cette remarque. En fait, il faut savoir qu'on apprend tous les jours et que chaque génération doit réapprendre l'histoire de l'humanité. Donc, c'est vrai qu'il faut être exigeant là-dessus. J'ai passé ma vie à interdire de rentrer dans une chambre sans avoir frappé avant. C'est pas simple, hein, mais il faut y être en permanence attentif. Et donc, ce que vous dites, n'hésitez pas à nous le rappeler, parce qu'on peut tous avoir un geste inapproprié. Alors, c'est à nous de faire attention au fait qu'il a été mal perçu, ou qu'il y a une attitude qui est un peu infantilisante, parce que c'est pas parce qu'on a 90 ans qu'on doit être traité comme un bébé. Donc ça, c'est très important, et chaque personne a un nom, et c'est pas une mamie ou un papy, voilà, c'est une personne. On est bien d'accord. Je pense que ce que vous nous dites est très important, et moi je ferai mon mea culpa. C'est ce que je vous ai raconté, j'étais incapable de le faire quand j'étais un jeune praticien, et j'ai été derrière mon bureau au départ parce que ça me rassurait énormément, et il a fallu du temps pour pouvoir me dire mais qu'est-ce que tu fous derrière ce bureau? Tu vas mettre 4 chaises devant et on va s'asseoir ensemble autour de ces chaises et dans une distance qui soit respectable et qui nous permette d'être dans une vraie communication. Et donc, ce que vient de dire le docteur Marais, je pense que aussi ça s'applique sûrement à ceux qui parfois débutent et qui ont un peu peur et qui sont insécurisés et qui ont besoin justement d'être accompagnés par les plus anciens pour pouvoir cheminer progressivement dans une autre dimension que celle-là. Monsieur Marais, vous parliez d'égards justement élémentaires, comme ne pas rentrer sans frapper, mais c'est pas forcément des choses très graves, les attentats à la pudeur. Hein. C'est vrai que c'est ça, par exemple. Et là encore, j'ai envie de poser la question, qui l'a pas déjà vécu? C'est-à-dire le va-et-vient, où en plein examen, des gens rentrent, sortent, on ne sait pas qui c'est. L'autre jour, je parlais avec une personne en fauteuil qui me disait qu'il avait des soins urologiques difficiles à faire régulièrement. Et il me disait qu'il s'était félicité d'avoir un nouvel urologue qui pense simplement à orienter la table d'examen pour qu'il ne se retrouve pas en face du hublot de la porte où tout le monde passe et regarde ce qui se passe. Et il a dit juste de changer l'orientation de la table a tout changé pour moi. Donc, voilà.
pas voulu rentrer, puisqu'en 8 minutes, sur les données de l'examen ou de la consultation en gynécologie, mais on pourra en parler longuement. Enfin, ou s'il y a des questions, on l'abordera. Mais ce que vous venez de dire, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire on n'a pas obligé d'avoir des locaux immenses, mais il suffit d'avoir un paravent qui permet de se déshabiller, un deuxième paravent qui permet de faire l'examen séparément et dans un contexte protégé. Et je crois que là-dessus, nous avons besoin, parce qu'on est tous un jour de l'autre côté de la table, il faut se le rappeler, et c'est important de savoir qu'on est tous, c'est Molière qui le disait, hein, donc on est tous amenés à passer un jour ou l'autre de l'autre côté de la table. Et comme vous l'avez dit, voilà dit notre experte, eh bien, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aurait pas envie qu'on fasse. Et donc, dans les salles d'examen, par exemple, l'orientation de la table d'examen, c'est évident qu'elle ne devrait pas être orientée vers la porte. J'allais dire, je pensais que ça n'existait plus. Voilà, merci de le rappeler. Comme quoi, vous voyez, il faut qu'on se le rappelle en permanence. Mais il faut parfois nous le signaler gentiment, sans trop nous agresser, nous non plus, mais nous dire, ces conditions-là, on n'est pas bien pour l'examen, monsieur ou madame. Ça, n'hésitez pas à le dire. Je crois que cette parole sereine et respectueuse partagée est toujours quelque chose qui nous permet à nous de nous améliorer. On est là pour progresser chaque jour. Et il y a parfois des gestes qui peuvent paraître évidents et qui sont mal vécus. Par contre, pour revenir sur les gestes, alors aujourd'hui on parle attention de ne pas toucher, etc. Et donc il y a des attitudes qui font effacer la relation interpersonnelle. Et pour revenir aux gestes, je vais vous parler d'un accouchement, c'était en plus quelqu'un qui est médecin. Elle avait une péridurale et elle était verte. Donc, mais elle ne voulait pas demander plus, etc. Et comme c'est moi qui étais là, je lui ai dit, écoute, c'est pas pour toi, mais c'est pour moi, parce que j'en aurais peut-être besoin pour la naissance ou l'extraction s'il y en a besoin. J'aimerais que tu aies la péridurale, d'une part. Et donc, ça allait mieux. Et ensuite, ça ne suffisait pas. J'ai demandé à l'anesthésiste, je lui ai dit, écoute, je crois qu'il faut que tu sois là. L'anesthésiste a mis la main sur sa main et a parlé à côté d'elle. Et elle est devenue rose et tout s'est bien déroulé. Donc, si vous voulez, la technique, oui, mais la relation humaine, c'est indispensable. Ce n'est pas les ordinateurs qui vont nous soigner. Les ordinateurs nous diront la technique, nous diront le diagnostic, mais ils ne nous diront pas la façon de gérer le traitement et puis de comprendre le sens que ça représente pour chacun de nous. La douleur, par exemple, eh bien, si on donne des médicaments pour calmer la douleur, c'est bien, mais pour moi, c'est le Moyen-Âge. Ce qu'il faut comprendre, c'est quel est le sens que porte cette douleur pour le patient et qu'est-ce qu'il y voit dedans. Et à ce moment-là, on va pouvoir le soigner, voire l'opérer. Si on n'a pas géré ces deux, on l'assomme de médicaments, alors après, il ne dit plus rien. Donc même les psychologues disent, mais il n'a plus rien à dire. C'est juste pour embêter le psychologue. Non, ça ne m'embête absolument pas. Ce que je voulais dire à madame, on discutait juste avant de commencer là, cette soirée entre nous et on se disait, on était tous d'accord pour dire que ce sont les patients qui nous enseignent. Je crois qu'il faut que les professionnels aient bien ça en tête, hein. Moi, je rappelais que quelqu'un qui est très important pour nous, qui s'appelle Winnicott, qui était un pédiatre et qui était un psychanalyste, il disait ça quand on lui disait « Mais comment savez-vous autant de choses sur les bébés ?» Il disait « Je ne fais que redire avec d'autres mots ce que les mères savent depuis le début de l'humanité. C'est vous qui nous enseignez, c'est pas nous qui vous enseignons. Hein. Nous, on a quelques compétences par rapport à un objet donné. Mais par rapport à la possibilité de parler de ce que vous vivez, c'est vous qui savez. Et donc, il faut aussi aller dans la relation de soins avec cet esprit-là, qu'on a quelque chose à transmettre aux professionnels qui sont en face. Voilà. Une autre question ou remarque ? Oui. En attendant la question, j'allais dire que pour les touchés douceur, par exemple, on avait mis en place la même chose pour les nouveau-nés. Le changement des langes avec un toucher douceur. Et je crois que le corps parle. Et il suffit de l'écouter. Bonsoir à tous et à toutes. Merci déjà de votre intervention. Moi, je suis vraiment d'un milieu qui est hors médical et ça fait vraiment du bien d'entendre des intervenants, des intervenantes parler comme ça. C'est très chouette. Merci.
Et donc, la question que j'avais, c'était la question sur l'historique en fait de cette place que prend la pudeur dans la relation soignant-soigné. Est-ce que c'est quelque chose qui est neuf, qui est apparu relativement récemment, et est-ce que ça va plutôt dans le bon sens d'après votre expérience? Est-ce que ça a tendance à... Enfin, vous avez parlé tout à l'heure, Madame Christman-Laloé, du manque de temps pour faire ça. Est-ce que ça va plutôt dans le sens où vous avez de plus en plus de temps alloué pour faire ça, ou plutôt dans l'autre sens? Bon, je crois connaître la réponse, mais voilà. Alors, la réponse, c'est vrai, mais je pense que c'est aussi... Je vous ai cité le nom des professeurs qui étaient à Montpellier. Je crois que, comme je dis souvent, c'est pas parce que j'ai 1 heure de retard qu'on va accélérer. Par contre, c'est de savoir, alors ça c'est peut-être les cheveux blancs qui permettent de l'apprendre, parce que voilà, on a fait tous de nombreuses erreurs, on en fera d'autres, mais c'est de dire, ben, aujourd'hui on essaie de faire ça, là, je ne sais pas, j'ai une réunion ce soir à Montpellier, promis, on prend rendez-vous dans 4-5 jours et on va passer le reste de la question, on va l'analyser correctement. Mais ce qu'on fait, on le fait à fond. Et après, on dit je ne peux pas faire mieux ou j'essaierai de reprendre le dossier. Le danger, c'est de bâcler une consultation parce qu'il reste un quart d'heure. Alors merci et rappelez-le ou si vous sentez que ça ne marche pas bien, quoi. Oui, je voulais juste poser une question sur le rythme à Lucille. Comment on arrive à prendre ce temps-là dont tu vas parler dans le stress d'une journée avec des impératifs à tenir? C'est la question piège un peu, je pense, pour tous les soignants. Je pense que c'est un choix, enfin, c'est quelque chose qu'on s'impose à soi-même. À un moment donné, on se dit, est-ce que j'accepte ou non de soigner rapidement? Les conséquences, on ne les a pas forcément à l'esprit, mais pour vous répondre un petit peu, au final, de vouloir gagner du temps, on en perd forcément à un moment donné. Gagner du temps, on en gagne sur la relation, on en gagne sur la qualité de son soin, sur la qualité d'énormément de choses. Donc je pense qu'au final, on gagne du temps à prendre du temps. Mais c'est quelque chose qui se construit. Ça ne se fait pas en claquement de doigts et en 2 semaines. Je pense que l'expérience participe aussi beaucoup. Les habitudes, la compétence, effectivement. Mais à mon avis, on perd du temps si on essaye constamment d'en gagner et d'être frénétique. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre et qui n'est pas évident. En avoir conscience, je pense que c'est compliqué, effectivement. Excusez-moi, oui, je voudrais compléter votre question parce que vous nous avez demandé si c'était assez récent finalement qu'on s'intéresse à la pudeur. Moi, je vous dirais plutôt oui, c'est assez récent. Enfin, en tout cas, quand on regarde dans la littérature, commence à y avoir de la littérature sur ces questions-là depuis les années 2000. Moi, quand j'ai commencé à travailler au tout début des années 80, je me rappelle très bien un médecin. J'intervenais dans le service de Geneviève Marguerite, j'avais vu un enfant et un pédiatre souhaitait que je vienne lui parler de cet enfant. Et quand je suis rentré dans la pièce, cet enfant était en slip, il avait la main sur la tête de l'enfant et il y avait 20 externes et internes autour de lui. C'était en 1980. Je pense qu'on ne voit plus ça maintenant. Donc ce sont quand même des choses, au regard de l'évolution de l'histoire, qui sont assez récentes, oui. Et il faut voir aussi l'évolution des blouses d'hôpital, par exemple, c'est un signe. L'évolution des blouses d'hôpital qu'on a mis sur le tapis, mais c'est un signe, ça. Ouverte derrière, qui faisait que tout le monde se promenait avec les fesses à l'air. Oui. Je crois qu'il y a des scratchs maintenant ou quelque chose. Oui. Et maintenant, c'est croisé. C'est croisé. Alors pour revenir aussi, juste pour finir, en fait, il y a aussi une éducation, c'est que parfois, ce n'est pas la durée toujours qui est importante pour établir une relation. Et ça, c'est, comme je dis, c'est le travail sur soi du professionnel de santé, quel que soit son rôle. L'employé, la façon dont il va donner un repas, ça peut tout changer. Et ça, c'est aussi important de l'éduquer. Et ce n'est pas la durée. C'est pas dans la durée. Il y a tout un art de la rencontre qui peut être immédiat et vous vous sentez immédiatement en communication. Et il y en a d'autres, il leur faudra 1 heure, oui. Pardon. On a une question ici. Bonsoir. Pour ma part, j'étais venue comme jeune praticienne, du coup, pour écouter chacun d'entre vous, mais notamment
monsieur le maître, parce que je travaille avec des enfants enfants et adolescents qui ont des cancers, mais également des grands traumatismes physiques très marqués. Et j'étais notamment sur 2 questions, enfin le terme de juste proximité évidemment qui fait écho en moi, mais aussi sur la capacité de pouvoir regarder. Je remercie d'avoir abordé ce thème-là qui est particulièrement important, notamment pour moi, sur le fait de me sentir aussi observée souvent dans une certaine attente de la part de ces jeunes qui vont pour la plupart vivre toute leur vie avec ces marques et qui sont en termes de développement et de création de leur personnalité et de tout ça très, très important. C'est le thème du coup aussi dans la pudeur de savoir, moi en fait quand je me retrouve face à ces enfants et ces adolescents et que je remarque leur attente à travers leur regard, ce conflit en moi entre l'honnêteté qui est assez difficile parce que je me retrouve face à des corps qui sont très difficiles à voir, et en même temps l'aspect, je vais le dire, de bienveillance aussi pour moi qui est que je suis là pour leur apporter le plus de positivité à travers mon métier, puisque je travaille dans la rééducation du coup. Donc, et puis distinguer effectivement ce qui appartient au corps et qui est imposé par la maladie, en faisant du coup cette distinction que je trouve très importante. C'est plein de notions pour moi qui sont assez qui me font beaucoup de bien à entendre et que je trouve très importante à relever. Et le seul ce que je retiens le plus, c'est que j'imagine que ce sera au fur et à mesure de mon expérience que je saurai adapter au mieux mon regard, les mots que j'utilise et la manière de réagir sans me sentir accablée par la culpabilité de ce qui survient de manière naturelle. Voilà, ça a été tout. Je vous remercie parce que c'est un témoignage très riche que vous venez de dire et qui nous montre dans quel conflit psychique on est quand on est face à ces jeunes, hein, entre effectivement cette bienveillance qui voudrait que on ne leur porte pas tort d'une façon ou d'une autre dans notre attitude, et puis en même temps le besoin d'être dans un échange vrai avec eux. Hein. Alors je crois qu'on l'a dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a la notion du temps qui est importante, c'est-à-dire que ne pas brusquer l'autre, c'est aussi aller à un rythme qui lui permet d'intégrer les choses qu'on va partager. Et puis moi, il y a une notion qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est l'idée d'entrouvrir la porte progressivement. Hein. C'est-à-dire, on peut parler de tout avec les enfants. Moi, j'ai parlé de la mort avec des enfants de 7 ans, mais pas de la mort, de leur mort. Des gamins qui venaient me dire ma mère, elle croit que je vais être ensuite un animal dans une autre vie. Mon père, il dit que c'est des conneries. Ma grand-mère, elle veut m'emmener à Lourdes. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, 7 ans, mais les parents n'imaginaient même pas ce que les enfants venaient dire dans le bureau. Mais ces choses-là, je pense que si on a été dans cette attitude de pouvoir laisser venir progressivement, on se rend compte que presque tout peut venir. Hein, mais ça demande du temps, ça demande du respect, ça demande d'entrouvrir progressivement pour ne pas violenter l'autre. Hein. Si on ouvre trop vite une porte, si on regarde trop vite et trop fort, on peut faire mal, quoi. Hein. Et vous verrez que plus vous serez assuré de votre position et plus les choses viendront naturellement. Voilà. Je trouve intéressant cette notion de double regard, c'est-à-dire vous regardez en essayant d'avoir un regard adéquat, mais en même temps, vous êtes surveillé pour voir justement de l'autre côté si ça correspond à l'attente. Et quand je disais le regard qui évite ou qui s'appesantit, on est tellement dans une ligne fine entre tout ça pour ne pas heurter la pudeur, justement. Pour revenir, alors, c'est pas sur des ados, mais
On a en particulier, je pensais à un cas en vous écoutant d'une jeune fille de 16 ans qui a un cancer du sein et qui a eu une chirurgie lourde. Donc c'est pareil pour les dames qui ont des lésions de cancer vulvaire ou autre majeur, et je passe mon temps à essayer de faire percevoir que nos yeux parlent et le patient sait ce qu'on a pensé. Donc quand on examine, il n'attend pas de nous d'avoir peur ou des inquiétudes ou d'avoir l'impression que c'est une cata. Parce que le patient, il sait ce qu'il a dans cette situation. Les personnes qui viennent nous voir, elles savent ce qu'elles ont. Ce qu'elles attendent de nous, c'est un regard bienveillant. Moi, je préfère respectueux, parce que bienveillant, il y a trop de gens qui en parlent et qui ne le pratiquent pas. Donc voilà. Et donc, si vous voulez, sur le plan de neutralité bienveillante, ça me va mieux, ou de respect, mais le respect, ça me va bien, et avec un regard qui est neutre. Ce que la personne attend de nous, c'est pas de lui dire ce qu'elle a, elle le sait. Par contre, c'est de lui dire, vous avez une importance, vous pouvez faire quelque chose, parce que pour la femme, c'est toute sa féminité qui est atteinte. C'est pas simplement l'organe. Et c'est toute son identité de femme qui est perturbée par le regard du professionnel. Parce que le regard du professionnel, il n'est pas méchant. Il est simplement effrayé par ce qu'il voit au début. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ? Et ça, on ne l'a pas dit, la femme l'a entendu. C'est ça qu'il nous faut apprendre, nous, soignants. Et c'est vrai que ça ne s'apprend pas toujours simplement. Bonsoir. Pour répondre au jeune homme, je suis infirmière en psychiatrie. Pour répondre à votre question, ça ne s'arrange pas dans les services, mais il y a une piste. On nous parle beaucoup effectivement de ralentir la cadence, d'accepter de sortir d'injonctions. Il y a quand même une piste qui pourrait être celle de se rapprocher du sens des choses qu'on fait. Les infirmiers, on devient beaucoup des exécuteurs de tâches. On a des soins qui sont protocolarisés, mais le but du soin, c'est de répondre à un besoin. Et si on prend le temps déjà de vérifier le besoin du patient, en fait, on dégage beaucoup de temps pour pouvoir faire des choses nécessaires. J'avais juste une question, parce qu'effectivement, je suis également étudiante en master infirmière en pratique avancée à la fac de Montpellier. Et effectivement, c'est les patients qui nous apprennent le métier. Heureusement, merci à eux d'ailleurs. Mais c'est aussi nos pairs. Moi, je suis actuellement à l'université de médecine. J'ai 6 compétences développées en 10 UE. J'ai une série de pathologies, une série d'organes, une série de défaillances, une série de traitements médicaux et de bilans sanguins à prescrire. Et est-ce qu'il pourrait être envisageable de aussi considérer la formation qu'on donne aux soignants pour que ça ne soit pas juste les cours de sciences infirmières ou les cours d'éthique qui viennent réunir le patient, mais pour que aussi on nous le présente dès le début de façon globale. Merci. On transmettra le message. Je vois qu'il y a des gens qui notent devant. J'ai une question pour Lucille. La question de la toilette, qui est une question éminemment en rapport avec la pudeur. J'ai entendu beaucoup de personnes âgées me dire qu'elles considéraient ça comme tellement régressif. Donc, comment on fait pour se faire la toilette comme un bébé, en fait? Comment on fait pour faire passer ça de la manière la plus pudique possible, là encore, ce qui est quand même quelque chose qui reste relativement douloureux dans le sens on n'est plus vraiment adulte, quoi. Ça me fait penser à une situation. Alors, c'était une dame qui avait une pathologie neurodégénérative sur les premiers mois, donc bon, qui apprivoisait l'idée justement qu'elle avait besoin d'aide pour faire sa toilette. Et ça a été très long. Ça a été déjà beaucoup de parler, qu'elle accepte de dire ce qu'elle ressentait, ce qui se passait, et beaucoup de tact, en fait, de lui dire on va à votre rythme. Si aujourd'hui vous voulez pas, vous voulez pas. Faites ce que vous pouvez, je finirai. C'est voilà, énormément de concessions, faire pour l'autre, mais pas et en faisant avec surtout. Je pense que les soignants ici ont cette même attitude.
on ne fait pas pour la personne, on fait avec elle. Je pense qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette magique. Mais essayer de faire en sorte que la personne fasse le plus de choses par elle-même, déjà, ne rien faire qu'elle peut faire, elle. Je pense que c'est là qu'on est régressif, enfin, qu'on impose du régressif. Oui. C'est quand on fait quelque chose qu'elle doit pouvoir faire elle-même. Alors oui, effectivement, et je voudrais rebondir et sur cette remarque, du coup, enfin en tout cas pour moi, ce qui me concerne, mais parce que je peux le faire, du coup, voilà, il y a certaines choses que je fais et d'autres qu'on fait à ma place, puis voilà, puis si j'ai mal, ben je dis ben, doucement, et puis si un jour on prend une demi-heure parce que j'ai moins mal, et ben, l'autre jour, ben, si j'ai mal, ben, on prend 40 minutes, mais on fera moins d'autre chose, on fera moins de cuisine, moins de ménage. Ben, non, mais c'est vrai, puisqu'en fait, donc c'est là aussi, et c'est de la bureaucratie, quand on vient évaluer votre handicap, comme si, voilà, il faut venir évaluer, et en fait, on vous dit, ben, pour prendre une douche, ça dépend de votre handicap, mais c'est maximum 45 minutes. Et ben moi je leur ai dit, mais si j'ai envie de passer 1 heure sous ma douche, ça me regarde, quoi. En vrai, non mais c'est ça. Donc du coup, ben, j'essaie de tirer le maximum de temps que je puisse, disons administrativement. Hein. Donc voilà. Voilà, il faut, quand on vient évaluer, il faut dire que vous êtes handicapé, quoi. Il faut pas dire que vous pouvez faire des choses, quoi. Donc non, mais parce que sinon, ben, on vous dira, ben oui, vous pouvez vous lever, alors la douche, c'est 30 minutes, quoi. Ben non. Alors, ben, du coup, non, j'essaie de tirer le maximum de minutes et que je peux, puisque ça se compte, en vrai, ça se compte comme ça. Et puis, donc j'en tire le maximum. Et puis, et le reste, je le prends sur autre chose. Mais voilà. Et puis effectivement, mais ça va, moi, je m'en sors bien. Et toutes les personnes qui viennent chez moi, elles font ça. Elles font ça très bien, mais parce que il faut toujours mettre les points sur les i et les barreauter. C'est pour ça que, en fait, souvent, enfin, en tout cas moi, mais parce que quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas au pied, en fait. Donc du coup, on est obligé de faire avec. Mais bon, moi, ça me dérange pas et de dire les choses. C'est vrai que pour les gens, c'est plus compliqué. Après ça, c'est à eux de voir. Mais bon, voilà. Moi, je sais que je dis les choses et puis après, ils font avec. J'avais envie de vous poser une question, madame. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une évolution des soignants dans l'accompagnement qu'ils ont auprès de vous depuis toutes ces années? Alors, moi, il se trouve que ce que je vois, je les connais bien. Donc, du coup, voilà, ils savent que après, il ne faut pas venir avec 6 ou 7 internes, parce que du coup, ça va pas le faire. Ou alors, je dis, on garde les filles et puis on vire les gars. Mais non, mais alors ils me disent, ok, c'est vous qui décidez, moi je fais ce que vous voulez. Et puis alors effectivement, il y a eu une évolution, parce que moi je connais tous les secteurs, je connais les enfants. Et puis du coup, et les adultes maintenant. Donc, et c'est vrai que et pour les enfants, ce sont beaucoup plus doux. Puis, la notion et de pudeur, en fait, elle se pose pas. Enfin, elle se pose. Alors, ça dépend ce que vous avez, bien évidemment. Mais quand moi je me suis fait opérer, les soignants ont toujours fait attention. Et voilà, en me disant, est-ce que je te fais mal, est-ce que ça va, est-ce que
est-ce que attention, et le médecin il arrive, donc voilà, donc c'est tout, voilà. Et après pour les adultes, alors c'est vrai qu'ils ont plus ou moins de temps, mais moi il m'est arrivé de dire effectivement, si vous avez qu'un quart d'heure, à ce moment-là, on reporte. Enfin, je veux dire, moi, ça me dérange pas. Mais bon, du coup, moi, je passe pas pour la dernière roue du char non plus, quoi. Voilà. Tout d'abord, merci pour vos interventions éclairantes et d'une grande profondeur, à vous quatre, donc déjà merci. Je voulais prolonger donc vos propos parce que vous avez fait tous les quatre une magnifique phénoménologie de la consultation, une phénoménologie de la relation. Et dans la phénoménologie, effectivement, vous décrivez parfaitement eh bien, les étapes de la consultation, de la relation de soins. Et dans ces étapes, vous avez dit à plusieurs reprises, dans l'ensemble donc des interventions, la notion de perception. Et Leibniz disait qu'effectivement, ce sont ces petites perceptions qui donnent à percevoir en effet le fait qu'on arrive à appréhender l'autre. Également, vous avez dit au cours de vos interventions, pardonnez-moi, que le regard était important. Le regard, et surtout le regard, forcément, ça renvoie à l'autre et surtout à la reconnaissance que nous avons de l'autre et que nous attendons de l'autre. Et dans justement ce regard, précisément de reconnaissance, peut-être que pour ne pas réifier l'autre, pour ne pas chosifier l'autre, eh bien, et vous l'avez dit à juste titre également, le voir comme une personne, et voilà peut-être pourquoi je vais vous mettre d'accord sur la non-bienveillance, mais peut-être sur un regard aimant et personnalisant, ce qui est déjà peut-être pas mal. Et j'avais une question subsidiaire, celle-ci, pour vous quatre. Je m'interroge sur le contrat de soins, le contrat de séjour, le contrat à l'hôpital, on adore ça maintenant, on fait beaucoup de contrats, même dans les EHPAD, etc. Et justement, le rôle, la place du contrat dans la relation. Est-ce que le contrat permet de mesurer la pudeur dans la relation ? Est-ce que le contrat, justement, permet de véritablement tisser un lien de confiance, une relation de confiance ? Ou bien, est-ce qu'une relation s'est basée uniquement sur la confiance et non pas par rapport à la médiation par le droit, donc par le contrat ? Merci. Qui veut répondre à cette question complexe sur le contrat ? Ou ce qu'on peut peut-être appeler l'alliance thérapeutique. Oui, c'est peut-être le défaut du chirurgien de se jeter à l'eau, mais ceux qui réfléchissent beaucoup plus pourront répondre plus lentement. Alors, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de contrat sans confiance. C'est-à-dire que la première des choses de la relation dans la consultation, c'est d'établir une confiance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se sente en confiance, et je le dis dans des interventions où certaines m'occupent beaucoup des problèmes des douleurs pelviennes chroniques chez les dames. Et à un moment, c'est vrai que parfois, il m'arrive de leur dire, mais il faut qu'on trouve un espace de confiance. Parce que si vous allez à droite, à gauche, n'importe où, sans nous le dire, comment vous voulez qu'on arrive à avoir une suivi qui puisse être efficace ? Ça ne veut pas dire que nous avons raison. Quand je dis nous, c'est parce que je consulte à deux. Et nous avons raison, c'est qu'il faut qu'on suive un canevas. Si vous voulez aller voir ailleurs, vous nous le dites simplement. Nous, on n'est opposé à rien. Simplement, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence qui fonctionne. Alors, pour vous, par rapport au regard aimant, alors le mot aimant, je suis entièrement d'accord avec vous. On n'ose plus, on parle de bienveillance, on n'ose plus parler d'amour ou de respect. Je préfère ces mots, et je suis bien d'accord, merci de les avoir dit pour moi. Donc, oui, un regard aimant l'autre dans ce qu'il est, et pas dans ce que je rêve de le voir, ou de l'image de la société dans laquelle, sur les réseaux, on lui a dit qu'il fallait avoir cette silhouette. Donc ça,
mais ça se transmet. Et les gens le sentent. Et alors la deuxième chose, c'est que je vous dirais, pour moi, enfin, je vous ai dit que j'ai une formation très classique et je pense que la confiance, c'est le premier contrat. La loi ne vient qu'après pour moi. Elle vient parce qu'on en a besoin et parce qu'il y a des assurances, parce qu'il y a des procès. Mais si vous voulez, ce qui me mène, en tout cas ce qu'on m'a appris ici sur les bancs de cette école, c'est à respecter la personne comme une personne comme moi. C'est-à-dire rien de plus, rien de moins. Simplement, j'ai une compétence à laquelle je peux me servir pour apporter quelque chose dans le domaine où je suis compétent. Voilà. Donc c'est la confiance relationnelle qui ensuite peut s'exprimer à travers une loi. Et c'est pour ça que je pense que l'excès de loi nuit à la qualité des soins. Je ne vais pas débattre sur un autre sujet que vous avez évoqué. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, ce qui me venait en vous écoutant, c'était de rappeler que rien ne doit jamais être figé. Alors quand on parle de contrat, ça fige un peu les choses. Or, comme là, nous avons essayé de parler de relations, les choses sont toujours ouvertes, évolutives. Et moi, j'ai plein d'exemples comme ça, où quand j'ai été me présenter à des adolescents qui arrivaient dans le service, ils me disaient « Non, mais vraiment, moi, j'ai pas besoin de voir de psy. Hein. Vous êtes très aimable, vous êtes très gentil, vous m'avez dit pourquoi vous étiez là, mais j'ai pas besoin de voir de psy. » Et puis, j'en avais parfois qui me disaient « Mais par contre, vous pourriez voir mon père ou ma mère, parce qu'eux, ils vont pas très bien. » Et donc, je voyais le père ou la mère, et puis quand je passais et que la porte était entrouverte, je disais bonjour, et puis les choses évoluaient. Et puis à un certain moment, ah, vous êtes là, j'entrouvrais la porte un peu plus, et les choses ne sont jamais figées. Donc je pense que c'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est qu'à un moment donné, on part sur effectivement un certain nombre d'éléments qu'on a pu se dire, en sachant que ces éléments-là, au gré de ce qu'on vit, au gré de nos évolutions personnelles, au gré des événements, au gré de l'évolution de la maladie, ça pourra évoluer aussi. Il faut garder cette souplesse-là en permanence en tête. Alors, effectivement, que la loi vient souvent figer un peu les choses, même si il y a un certain nombre de règles qui sont importantes à poser et à respecter. Voilà. Bon, je crois qu'on va être obligé de conclure. Ah, alors. Un petit mot, et puis après, je vous laisserai conclure, et effectivement, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, enfin, moi, si j'ai pas confiance, il n'y a pas de contrat, je ne signerai pas le pied, quoi. Enfin, non, mais il faut être clair, quoi. Enfin, je veux dire, ça a beau être le meilleur chirurgien du monde, si moi je le trouve, si le courant il passe pas, voilà, je veux dire. Bien. Donc, comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à Jacques Brinchet. Alors, d'abord, merci à tous les quatre, et particulièrement à Anne-Laure, parce qu'elle a fait un peu plus d'efforts que les trois autres, quand même. Donc, je la remercie doublement. En fait, vous l'avez dit, Lucille, je crois, c'est qu'il faut avoir la conscience permanente des dégâts que l'on peut faire. Et c'est usant quand on est soignant. Parce qu'il faut surveiller, vous l'avez dit, son écoute. Parce que l'écoute, c'est la seule chose, avec le regard, qui permet d'avoir la lecture émotionnelle de l'autre et de percevoir ses attentes. Donc, il faut avoir la conscience de cette écoute. Il faut avoir la conscience de son regard, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut induire. Et Pierre Marès le disait très bien, le regard peut tuer, ou il peut entraîner une angoisse. Il peut être très maladroit ou inattentif. Ensuite, il y a le ton de la voix, qui est incroyablement important.
parce qu'il va dire si on est vrai ou faux. Les gens le perçoivent, une empathie fausse dans la voix, mais c'est perçu tout de suite. Les gens disent, ils se foutent de ma gueule, quoi. Rien que la manière dont ils parlent. Ensuite, il faut être intelligible. Alors, on peut aller ou trop vite, le débit, ou infantilisant. Vous le soulignez très bien, parce qu'on finit, pour pas aller trop vite, à parler comme un bébé. Alors, on dit des onomatopées, et la personne en face dit, mais il me prend pour qui? Et vous l'avez très bien traduit. Et c'est vrai qu'on peut le faire parfois. Donc il faut là aussi être en contrôle. Il faut le geste juste. Il faut la posture et la position juste aussi. Il faut le temps. Et le temps que, vous l'avez dit, Lucille, le temps que l'on s'impose à soi-même. Ça me rappelle ce que dit Nietzsche, que j'ai reproduit. L'homme noble s'impose la pudeur devant tout ce qui souffre. S'impose. C'est un contrôle, la pudeur. Et donc, la conscience permanente de ce que l'on fait à son insu. Et c'est pour ça que c'est fatigant. Parce qu'il y a des moments où on lâche. Où c'est le regard, où c'est l'écoute, où c'est le geste, où on ne peut pas être juste partout. Et alors, la juste proximité, la juste place, simplement, c'est tout ça. Et c'est très difficile. Finalement, dans une consultation, on passe son temps, comme dit Camus, à s'empêcher. Un homme, ça s'empêche, mais un médecin, un soignant, ça s'empêche aussi. Et la pudeur, c'est le résultat de cet empêchement. Alors, Anne-Laure, vous avez dit le mot le plus merveilleux, je trouve. Oh, ils ne sont pas méchants, ils sont maladroits, mais sympathiques. Maladroits, mais sympathiques. C'est pas toujours le cas, quand même.